Bonjour à tous, bonjour Daniel Ball. Merci beaucoup de recevoir BGE au siège du Crédit Mutuel. Vous êtes quelques centaines derrière l'écran, des responsables de BGE en région, des collaborateurs de BGE en région, des entrepreneurs que nous avons aidés et qui sont là. Daniel Ball, c'est un homme qui vient d'écrire un livre magnifique avec son prédécesseur à la présidence. Peut-être en deux mots. Alors, on se tutoie parce qu'on connaît un petit peu. Dans une vie antérieure, on a été président de fédération sportive. Peut-être que ça veut dire des choses par rapport à l'entreprise aussi, ça. Daniel Ball, qui es-tu? Oh, qui suis-je? Aujourd'hui, je suis président du Crédit Mutuel, ce qui est une lourde responsabilité. Le Crédit Mutuel est le cinquième groupe bancaire français, présent en France et puis en Europe essentiellement. Tout le Crédit Mutuel, c'est plus de 80 000 salariés. C'est vraiment une belle puissance. Et puis, c'est une entreprise un peu particulière, très particulière même, Alors, parce que nous sommes une entreprise coopérative et mutualiste et que nous tenons beaucoup à cette différence qui est une force pour nous dans la relation que nous avons avec nos sociétaires et clients, mais aussi tout simplement dans la performance que nous réalisons. Et notre histoire et ce qu'on veut raconter dans ce livre avec Nicolas Thierry, mon prédécesseur, c'est qu'une entreprise peut et doit être performante. C'est le sens d'une entreprise. Et les entrepreneurs qui sont avec nous ce matin le savent bien que c'est la première chose qu'il faut faire, être performant, dégager des revenus, dégager des richesses. Après, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces richesses? Et nous avons fait le choix très clair de mettre vraiment cette richesse au service du bien commun, au service de nos clients et sociétaires d'abord, au service de l'économie, mais plus largement au service d'un certain nombre de causes. alors, Daniel, tu es président aujourd'hui de la Fédération bancaire de France. On pourrait presque dire, mais est-ce que c'est compatible ça? Ça veut dire que tu es à la tête pendant une durée déterminée d'une association avec tes pairs. La relation entre ça et le travail que tu fais au quotidien avec le Crédit Mutuel. Ben, je suis président de la Fédération bancaire française pour un an, effectivement, puisque ce sont des mandats d'un an et c'est non renouvelable, tout simplement parce que la Fédération bancaire française représente l'ensemble des banques, plus de 300 banques en France. Et 300 banques en oui, France. plus de 300 banques en Alors qu'on France. pense aux grandes Oui, bah, BNP ou autres, et il y en a plein de plus petites. oui. Et six banques majeures qui sont BNP Paribas, Société Générale, les mutualistes que sont Crédit Agricole, BPCE et le Crédit Mutuel et la Banque Postale. Mais je représente l'ensemble de la profession. Alors, c'est vrai que le Crédit Mutuel se définit souvent comme étant une banque à part, une banque différente, et je le revendique, et je continuerai pendant l'année de mon mandat à la présidence de la Fédération bancaire française à le porter. Maintenant, cela étant, on a des messages qu'on peut porter l'ensemble de la profession, et notamment que la banque en France, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui sont avec nous ce matin le savent, est d'abord une banque au service du développement, au service de l'économie, au service des particuliers et des entreprises, avec une présence territoriale extrêmement forte. Les banques françaises sont celles qui ont la plus forte implantation en termes d'agences rapportées à la population par rapport à tous les pays d'Europe. Donc ça, ce sont des messages à porter. Après, c'est une fédération professionnelle, comme il y a d'autres fédérations professionnelles, les transports, l'industrie de la métallurgie, etc. Je ne vais pas toutes les citer. Et à ce titre, nous défendons également les intérêts communs de la profession. Mais l'essentiel de mon activité est évidemment d'être président du Crédit Mutuel et d'être président en plus du plus grand groupe de Crédit Mutuel au sein de la grande galaxie du Crédit Mutuel, qui est Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui regroupe 14 des 18 fédérations membres de la Confédération nationale du Crédit Mutuel. Merci, je pense qu'on va y venir, hein. C'est vraiment ça qui nous intéresse, la spécificité. Et puis sur la présence dans les territoires, c'est vrai que le coup de chapeau, c'est toutes les banques coopératives que sont le mutuel, la caisse d'épargne, l'agricole notamment, davantage peut-être que d'autres. Mais revenons au livre. Moi, je lis 2019, on a retrouvé l'esprit pionnier. C'était quoi l'esprit pionnier? Qu'est-ce qui a valu la création du Crédit Mutuel? C'est important pour les entrepreneurs, c'est aussi important pour les gens de BGE qui nous écoutent. Vous allez voir le lien avec le boulot qui est le vôtre et le travail que vous pouvez faire avec le banquier. On peut dire que le Crédit Mutuel est né au 19e siècle, à la fin du 19e siècle.
la première initiative, et on considère que notre fondateur s'appelle Frédéric Guillaume Raiffeisen, qui, en Rhénanie, à l'époque, a créé un mouvement pour permettre aux agriculteurs de pouvoir se financer. Les agriculteurs qui étaient dans une situation très, très difficile, qui étaient souvent victimes des usuriers qui agissaient sur le terrain. Il y a eu l'idée de créer une société de crédit locale, très locale. Des personnes avaient un peu d'épargne disponible, d'autres avaient besoin de crédit. Et c'est ainsi qu'est créé ce qu'on peut considérer comme étant la première caisse de crédit mutuel, avec des épargnants et des emprunteurs qui, chacun au sein de cette structure, dispose d'une voix, parce que ça a tout de suite été une société coopérative. Et le principe dans les coopératives, c'est que chaque adhérent a une voix. Nous les appelons les sociétaires. Un sociétaire, une voix. Et non pas un actionnaire. Et non pas un actionnaire, non, effectivement, parce qu'il n'y a aucune distribution du résultat pour les sociétaires. Et ce mouvement s'est pas mal développé en Allemagne. Et nous considérons que la première caisse dans notre histoire est la caisse de Lavensenau, à proximité de Strasbourg, qui a été créée en février 1882. Et depuis, nous travaillons en ce sens. Alors, quand nous disons avec Nicolas que nous avons retrouvé l'esprit pionnier, c'est que les nobles valeurs qui sont celles du crédit mutuel méritaient d'être remises d'actualité en ce 21e siècle, en cette période où on a quand même, et notamment en France, beaucoup de problèmes de cohésion, de problèmes d'inégalité qui sont de très, très, très forts. Et nous avons estimé que nous, Crédit Mutuel, nous devions évidemment continuer à être d'abord au service de nos sociétaires. C'est vraiment le fondement. Une coopérative agit d'abord pour ses membres. Donc ça, c'est très, très fort. Mais également que nous avions un rôle majeur à jouer pour la société. Et c'est pour ça que nous avons ce titre pour une société plus mutuelle. Alors, qu'avons-nous fait en 2019 et dans les années suivantes? D'abord, nous nous sommes appuyés sur une loi en France, la loi Pacte, qui notamment créait le statut d'entreprise à mission. Dès que la loi Pacte a été promulguée… Pardon, quel que soit l'entrepreneur, il peut être entreprise à mission? C'est ma conviction. Évidemment, c'est sans doute plus cohérent et plus facile pour une entreprise coopérative. Et d'ailleurs, c'est la réflexion que nous avions eue avec Nicolas Terry, qui était de dire nous sommes entreprise coopérative et mutualiste. Franchement, ce qui est prévu dans le cadre de l'entreprise à mission, ça s'adapte complètement. Alors, on peut faire de l'argent, être entreprise à mission, être sociétal, entre guillemets, et mutuelle. Oui, on doit faire de l'argent. Enfin, je le dis comme ça parce que tu poses la question comme ça. En réalité, notre objectif est de nous développer. De développer aujourd'hui dans certaines régions de France, le crédit mutuel est extrêmement fort, notamment dans l'Est, en Alsace, où souvent un Alsacien sur deux est client ou sociétaire du crédit mutuel. Dans d'autres, on a encore à se développer. Je pense notamment dans toute la moitié sud de la France. Nous développer, le faire dans des conditions d'exploitation qui sont bonnes. Et aujourd'hui, nous sommes la banque française qui avons le meilleur coefficient d'exploitation. Le coefficient d'exploitation, c'est le rapport entre nos charges et nos revenus. Ça veut dire que nous sommes performants et nous voulons continuer à être encore plus performants. Cette performance nous permet de rendre le meilleur service à nos sociétaires clients, nous permet de nous développer, nous permet de nous conforter les fonds propres. Et pour une banque, conforter les fonds propres, c'est avoir davantage de capacité à prêter et puis de partager cette valeur. En interne comme en externe, on est vraiment convaincu que nous devons toujours créer davantage de valeur. La valeur étant d'ailleurs monétaire, mais également portée par les valeurs, pour partager cela. Nous avons un contrat social extrêmement fort au sein de notre groupe. Généralement, on considère que c'est de loin le meilleur contrat social dans les activités de banque et de la finance d'une manière générale en France. Donc ça, c'est très important parce que nos collaboratrices et collaborateurs doivent effectivement également être associés à ce partage de valeurs. Puis ensuite, nous partageons avec la société. Une fois que nous étions entreprise à mission, nous voulions trouver quelque chose qui soit vraiment très expressif de ce que c'est. Et il nous est arrivé l'idée
de créer ce dividende sociétal. Alors, on va y venir tout de suite, c'est intéressant, hein. Moi, quand généralement les entreprises disent ah, j'ai un tas d'or et je voudrais en avoir encore plus parce qu'on ne sait jamais. Et vous, vous dites on veut mettre 15% de notre résultat dans ce qu'on appelle un dividende sociétal. Hors de moi, c'est pas être péjoratif pour les autres, de parler de stock option, c'est pas la question. La question, c'est d'essayer de créer une valeur qui pourra servir, j'avais presque envie de dire, au bien commun. Oui, pas de stock option pour nous, pas de rémunération variable, ni pour les dirigeants, ni d'ailleurs pour les collaboratrices et collaborateurs. Ça ne correspond pas à nos valeurs. Évidemment, l'essentiel de nos résultats sont consolidés en fonds propres, parce que, comme tu le dis, Philippe, il faut penser à demain, et donc avoir des fonds propres solides, c'est essentiel. Donc, nous confortons. On a un régulateur qui nous demande d'en avoir aussi. Exactement, le régulateur est également vigilant, mais bon, on est la banque française qui avons le meilleur ratio de solvabilité. Donc, vous avez vu, les entrepreneurs, vous êtes tranquilles, on ressent avec eux. Oui, oui, effectivement, donc, meilleur ratio de solvabilité, et c'est justement cette force, cette puissance qui nous permet de dire, bah, partageons. Et donc 15% du résultat qui est affecté chaque année au dividende sociétal, c'est un montant considérable, parce que pour 2025, c'est 619 millions d'euros que nous investissons dans des entreprises qui ont des projets à fort impact environnemental et sociétal, que nous mettons à disposition de nos sociétaires et clients en leur proposant, par exemple, des prêts à 0% sur un certain nombre de sujets, comme les prêts étudiants, comme les prêts pour leur permettre d'accéder à la mobilité douce, comme les conséquences financières qu'a pour nous le fait d'avoir supprimé le questionnaire de santé pour les emprunteurs qui empruntent pour l'acquisition de leur résidence principale. Et puis, un troisième volet qui est un volet d'engagement très fort en matière de mécénat, d'accompagnement de la vie associative, avec cette année un budget de plus de 105 millions d'euros. Sur la fondation ? Alors, nous avons effectivement dans cette activité qui est le soutien à la vie associative et au mécénat, une fondation dédiée, la fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui dispose d'un budget de 55 millions d'euros. La fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale intervient sur deux thématiques seulement, mais elles sont majeures. La première qui est les thématiques environnementales, et la deuxième est la thématique de la solidarité et des territoires. Là, nous sommes régulièrement sollicités. Nous accompagnons. Nous venons de prendre une décision très significative d'affecter 17 millions d'euros dans un programme pour aider plusieurs associations, plusieurs grosses ONG sur un thème qui est celui de l'enfance et de l'enfance très défavorisée, et notamment des enfants que malheureusement on retrouve dans la rue. Merci beaucoup. Et puis en plus, une solidarité qui va même à l'extérieur, puisqu'on sait qu'en Alsace récemment, on a accueilli des jeunes Ukrainiens. Petit clin d'œil à ce pays en guerre, ce qui veut dire que cette solidarité, c'est fondamentalement dans les gènes. Alors, c'est quoi les clés pour construire une société plus mutuelle? Parce que j'ai envie de dire, avant d'aller vers les entrepreneurs et vous dire, regardez comment ils peuvent vous aider ou avoir un vrai partenariat solide, certains en ont d'ailleurs déjà. C'est quoi les clés pour construire une société plus mutuelle, en sachant que je pense que l'idée, c'est d'essaimer un peu ça, c'est de montrer qu'on n'est pas des philanthropes, au sens simplement philanthrope, mais on veut une société plus juste, on veut aider les gens. Comment vous allez peut-être aller plus loin que ce que vous faites aujourd'hui à travers le livre et à travers ce que vous faites? D'abord, c'est le quotidien. Si nous revendiquons construire une société plus juste et plus durable, on doit d'abord le faire dans la relation que nous avons au quotidien avec nos sociétaires et nos clients. Tout part de là. Je l'ai dit tout à l'heure, nos chargés de clientèle ne sont pas commissionnés. C'est un choix que nous avons fait depuis longtemps, que nous avons gravé dans le marbre comme étant un des engagements liés à notre statut d'entreprise à mission, ce qui veut dire que le chargé de clientèle doit être là pour apporter la meilleure réponse, le meilleur conseil aux sociétaires et aux clients. Il n'est pas là pour placer un produit, il est là pour placer, éventuellement pour offrir le service, la solution la plus adaptée à la situation. Donc tout part de là. La solidarité, c'est également la solidarité qu'on exerce vis-à-vis de sociétaires qui ont parfois des difficultés. Nous considérons toujours que notre premier rôle dans une caisse de crédit mutuel, c'est d'accompagner
d'accompagner le client dans ses projets. Alors là, il s'agit des particuliers qui ont parfois des projets immobiliers, des projets d'aller en vacances, et on peut également les accompagner sur des choses pareilles, ou les entrepreneurs, les professionnels, les agriculteurs que nous accompagnons sur leurs projets d'investissement notamment. Donc, accompagner le sociétaire et le client. Et puis après, il y a l'autre accompagnement, c'est l'accompagnement lorsque un de ses clients est en difficulté, essayer de trouver, je dis bien essayer parce qu'il faut être très humble, on ne les trouve pas toujours, hein, mais essayer de trouver la solution la plus adaptée pour permettre à la personne, pour permettre aux professionnels de franchir le cap. Ça, c'est vraiment la base. Et c'est pour cette raison que être entreprise à mission, c'est vraiment notre modèle d'affaires. C'est pas quelque chose qui vient en plus. Une fois qu'on a fait et qu'on a bien fait, et on doit bien faire ce travail quotidien, une fois qu'on a veillé à ce que ce travail, on le fasse dans de bonnes conditions d'exploitation, de bonnes conditions de rentabilité, ben, on peut faire tout le reste, qui est de développer cette forme de solidarité. La solidarité, c'est une des valeurs fondamentales du Crédit Mutuel depuis le 19e siècle. Aujourd'hui, on la met en œuvre très, très largement. Mais juste pour faire le lien avec le modèle d'affaires, parce que les entrepreneurs peuvent être intéressés par ça. Lorsque nous proposons un prêt à 0% aux étudiants, notamment aux étudiants boursiers, on les aide beaucoup, parce que c'est des prêts de 25 à 30 000 euros qu'ils ne vont rembourser qu'à la fin de leurs études. En même temps, ces étudiants, généralement, nous sont très reconnaissants, deviennent évidemment nos clients, deviennent également nos prescripteurs, et ça a vraiment un effet bénéfique sur le modèle d'affaires, sur le développement que nous pouvons avoir. Nous avons lancé il y a 2 ans le prêt à 0% pour permettre l'acquisition de moyens de mobilité douce, essentiellement les vélos musculaires ou électriques. Donc ça a été très apprécié par nos clients, par nos sociétaires, mais ça a également été apprécié par des gens qui n'étaient pas clients et qui sont venus chez nous à cette occasion. Donc, quand ça fait partie du modèle d'affaires, et j'insiste beaucoup là-dessus, bah, ça amène à contribuer à apporter encore une dynamique extrêmement forte. Quand nous soutenons le monde associatif, et nous le soutenons vraiment de manière massive, et depuis très longtemps, hein, avant même que le dividende sociétal existe, et tu sais, oui. Philippe, on est des partenaires fidèles de beaucoup d'associations. Nous sommes par exemple aux côtés des petits clubs de football alsaciens depuis plus de 60 ans. Depuis plus de 60 ans. Donc, c'est montrer la profondeur de notre engagement. Nous savons également qu'une association soutenue sera un beau promoteur auprès de ses membres, auprès de ses adhérents, et cela contribue également à la force et au développement du Crédit Mutuel. Merci. Vous avez été nombreux à lire et vous retrouvez à travers ce que dit Daniel maintenant, puisqu'on a offert ce livre à toutes les directions régionales. Il y a des questions qui pleuvent. Hein. J'en ai une qui est devant moi et que je vais vous lire et je vais demander à Daniel de pouvoir y répondre. La notion de performance, donc elle est unanimement associée de nos jours aux aspects économiques. Mais comment, pour toi, Monsieur Ball, et pour le Crédit Mutuel, pouvons-nous imaginer l'intégration de la mesure de la performance des notions d'intérêt général et d'impact sociaux et sociétaux? Oui. C'est une question de BGE Dunkerque. C'est une bonne question. Évidemment, notre performance financière, on la mesure. On la mesure parce qu'on a un compte de résultat et qu'on est très vigilant à ce que ce compte de résultat ait une bonne tenue et idéalement progresse d'année en année. Après, tout ce que nous faisons en matière d'impact, nous cherchons effectivement, on n'a pas encore les éléments d'information de manière aussi précise qu'en matière financière. Nous avons également aujourd'hui des recherches de résultats pour connaître notre impact. Par exemple, lorsque nous finançons des entreprises dans le cadre de notre fonds de révolution environnementale et solidaire, nous cherchons à connaître l'impact environnemental, l'impact sociétal, projet après projet. Donc, on a ça généralement 1 an ou 2 ans après notre investissement. Mais là aussi, c'est intéressant que lorsqu'on investit dans une entreprise, normalement, on regarde le rendement financier que nous avons. Nous, ce n'est pas le rendement financier, mais c'est l'impact environnemental et sociétal. Alors, je
je le dis à sa place, c'est peut-être à lui de dire, mais si vous êtes même à BGE en train de vous dire, mais tout compte fait, il faut sortir un résultat, parce que sinon BGE va déposer le bilan, ce serait dommage. Mais si vous voulez aussi vous attaquer à ça parce que c'est important, votre impact environnemental ou autre, bah, adressez-vous à votre conseiller du Crédit Mutuel à regarder un peu comment il peut vous aider peut-être. Non, mais clairement, nous avons dans notre plan stratégique, notre plan stratégique qui s'appelle Ensemble, performant, solidaire. 3 mots seulement, c'est pas grand-chose, mais je crois 3 mots très forts qui veulent beaucoup dire. Euh, une de nos ambitions, au-delà de nous développer, de nous continuer à nous transformer, est d'être un des acteurs de la révolution environnementale et sociétale. Donc, on ne la fait pas tout seul, on l'a fait avec nos clients. Et le domaine de la transformation environnementale est pour nous un engagement fort et nous voulons le partager avec nos sociétaires et nos clients. Et effectivement, nos conseillers aujourd'hui sont formés de telle sorte à accompagner les entreprises, les professionnels, les agriculteurs dans ce domaine. Parfois, notamment dans le domaine de l'agriculture, on dit, oh là, l'agriculture aujourd'hui n'est pas forcément vertueuse sur le plan environnemental. On ne s'inscrit pas dans cette logique-là. Au contraire, nous disons, nous devons être aux côtés des agriculteurs pour les aider à se transformer. Et c'est vrai également pour beaucoup d'autres entreprises, y compris les plus grandes. Alors, avant de passer aux questions des. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce bouquin? Un peu plus, je pense que ce n'est pas le seul d'ailleurs de bouquin. Parce que quand même, un banquier qui est dans une des banques les plus performantes du territoire national, dans un contexte économique, je vous conseille d'aller sur les réseaux sociaux. Vous voyez, Daniel s'est fendu d'une analyse assez intéressante sur la situation et ce qu'on demande aux entreprises performantes. Pourquoi écrire un bouquin aujourd'hui? Oh, ça nous est venu à Nicolas et à moi d'abord un peu pour raconter ce qu'on a fait ensemble. Lorsque, en 2024, je lui ai succédé, se terminait pour moi une période de 7 ans où j'étais directeur général à côté de Nicolas qui était président. Et on avait vécu 7 ans de collaboration professionnelle, d'amitié extrêmement forte. J'ai envie de raconter ça. Parce que, bon, je pense que ce n'est pas commun que dans une entreprise, on ait un tel niveau de convivialité dans la relation, de vues identiques. Nicolas disait toujours, lorsqu'on a un sujet, on apporte la même réponse, mais on a des cheminements différents. Parce qu'on est très différents entre Nicolas et moi, et donc on arrive au même résultat. Donc déjà, on voulait raconter cette histoire. Et puis ensuite, surtout, on voulait dire qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 7 ans. Et tu l'as dit tout à l'heure, on a voulu être pionniers. Effectivement, nous avons eu la volonté extrêmement forte, en associant d'ailleurs l'ensemble de notre corps social, en associant nos élus mutualistes, en associant l'ensemble de nos salariés, à transformer fondamentalement l'entreprise. Elle a toujours été performante et là, nous avons voulu apporter une dimension supplémentaire à la performance en montrant que cette performance, elle a vraiment du sens. Cette performance doit être vertueuse au profit de nos sociétaires et de la société. Donc, prendre le statut d'entreprise à mission, il a fallu expliquer en interne. Et la première fois qu'on en a parlé à nos élus mutualistes, Ça regardait avec des yeux comme ça. Ils nous regardaient en disant qu'est-ce qu'ils veulent encore nous faire. Finalement, aujourd'hui, on a une adhésion extrêmement forte. On a une adhésion extrêmement forte de nos élus, de nos salariés. Lorsqu'on est venu, un jour, on leur a dit maintenant, il n'y aura plus de questionnaire de santé pour les emprunteurs qui veulent acquérir leur résidence principale. Donc tout de suite, on dit oui, mais donc des malades vont avoir accès et ça va donner une sinistralité très importante. La réponse a été oui, bien entendu. Mais pourquoi aujourd'hui devrions-nous exclure quelqu'un qui a eu un cancer il y a 3 ans, qui fort heureusement pour lui s'en est sorti, mais aujourd'hui, normalement, avec le questionnaire de santé, il a une surprime. Et donc, on a supprimé cette surprime. Le coût de la suppression du questionnaire de santé, pour 2025, c'est de l'ordre de 20 millions d'euros. Donc, c'est quand même des sommes considérables. Donc, voilà, donc tout ça, lorsque pendant le Covid, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de professionnels étaient dans une situation de détresse absolue,
nous leur avons proposé la prime de relance mutualiste. On a versé des sommes importantes aux entreprises qui étaient arrêtées, en dehors de tout cadre d'assurance de perte d'exploitation. Ça nous a coûté un peu plus de 200 millions d'euros. Donc, chaque fois qu'on racontait ça à nos administrateurs, d'abord, il y avait un moment parfois même de sidération. Et lorsqu'on est venu avec le dividende sociétal, très vite, la discussion s'est engagée. Qu'est-ce qu'on met dedans? Comment on l'organise? Quel est le pourcentage? Il y en avait qui disaient 1 ou 2%, il y en avait qui disaient 20%. On est tombé sur 15%, qui nous semble... C'est la seule. Je ne connais pas deux établissements qui fassent ça, ni d'entreprise. Alors, voilà, donc cette démarche, on a voulu la raconter. Et puis en plus, ce livre est un plaidoyer aussi. Oui. C'est évidemment un plaidoyer pour justement mettre en avant ce modèle de... Alors, comment on peut imaginer que ce modèle mutualiste, qui est très bien incarné dans les banques, et celle-ci en particulier, puis, j'allais dire, se déployer dans d'autres secteurs d'activité, indépendamment ce que j'appelle un peu le tiers secteur, qui est l'économie sociale et solidaire, mais une économie dite normale? Déjà, l'économie sociale et solidaire, on en fait partie. Ouais, et ça pèse. Ça pèse. Les coopératives aujourd'hui en France sont performantes dans de nombreux sujets. Donc c'est déjà une réalité. Après, toutes les coopératives ne sont pas aussi performantes que nous le sommes et ne peuvent sans doute pas mettre sur la table les moyens que nous mettons. Mais puisqu'on a les moyens, utilisons-les pour le bien commun. Donc ça, c'est clair. Mais toute entreprise, et c'est le sens de la loi Pacte, doit pouvoir apporter sa contribution au bien commun. Donc, effectivement, aujourd'hui, ce langage n'est pas suffisamment entendu. À peine plus de 2000 entreprises en France ont fait aujourd'hui le choix d'être entreprises à mission. Bon, ça reste pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est un choix contraignant, parce que entreprise à mission, c'est pas juste une ligne dans les statuts. Ce n'est pas juste une ligne au registre du commerce et des sociétés. Ce sont des engagements, des missions qu'on décide de mener et des missions qui sont vérifiées par un organisme tiers indépendant qui dit oui, l'entreprise réalise ce qu'elle a annoncé faire. Sinon, elle perd son statut. Elle le perdrait. En principe, elle le perdrait. Je n'ai pas connaissance d'entreprises qui l'ont déjà perdu. Mais peu importe. Donc aujourd'hui, ce statut, il reste insuffisamment adopté. D'ailleurs, nous militons dans le livre pour dire il faut aujourd'hui que la puissance publique s'en empare, donne de nouvelles incitations, et ça peut notamment être des incitations fiscales. Alors tu vas me dire, Philippe, mais ce n'est pas le moment de réduire la fiscalité, mais ce n'est pas le sujet. L'incitation fiscale va amener les entreprises à elles-mêmes contribuer au bien commun autrement que par le seul paiement de l'impôt. Parce que le paiement de l'impôt, on n'a pas le choix, on y est obligé. Mais nous avons fait des choix. Nous sommes un des plus gros contribuables français aujourd'hui. On est généralement parmi les 3 ou 4 premières entreprises. Pour que les gens se comprennent, ça se chiffre en millions, milliards? Ça se chiffre en milliards, effectivement. C'est public? Oui, bien sûr. On est généralement 4e ou 5e entreprise française. Alors, on n'est évidemment pas la 4e ou 5e entreprise à payer des impôts de par la taille. D'un tel montant. Okay. Donc, mais en plus de ça, nous voulons faire preuve de solidarité volontaire. Et j'ai vraiment la conviction que ce que nous faisons dans ce domaine-là est essentiel. Je vais te donner une anecdote. Récemment, quelqu'un de très haut placé dans le précédent gouvernement me disait que le taux de réduction d'impôt pour les sommes versées en matière de mécénat, 60%, c'est très élevé aujourd'hui. Parce que c'est un taux qui a été fixé du temps où l'impôt sur les sociétés était à 33%, alors qu'il est aujourd'hui en base à 25%. Pour nous, cette année, il est à plus de 35%, mais ça, c'est une autre histoire sur laquelle je ne voudrais pas m'étaler aujourd'hui. Je lui ai dit, mais ça voudrait dire, vous voudrez réduire ça? Oui, c'est pas normal. Je dis, mais attendez, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, tout ce qui est versé en mécénat aux associations, ça permet aux associations de réaliser énormément de choses qui sont normalement de la responsabilité de la puissance publique. La puissance publique n'a pas les moyens de faire, on le sait, et on ne va pas réaliser de miracles. Laissez les entreprises faire. Et une somme de 100 € versée par une entreprise à une association
a un effet de levier extraordinaire par ce que font les bénévoles. Et donc, il vaut mieux qu'une entreprise verse 100 euros à une association et puisse en déduire 60% fiscalement, plutôt que de ne pas le faire, parce que l'effet derrière, il est énorme, il est de 300 C'est toujours d'actualité ou j'espère que c'est plus d'actualité? Je n'en sais rien, puisque aujourd'hui, le nouveau gouvernement doit préparer un projet de budget, mais j'espère évidemment que le nouveau gouvernement et les partis aussi, puisque bon, manifestement, le prochain budget sera co-construit, bon, ce qui sur le fond est peut-être une bonne méthode, n'est pas ce genre de mauvaise idée. Aujourd'hui, par les contraintes budgétaires qu'a l'État, qu'ont les collectivités, toutes les collectivités, souvent les associations voient leur soutien réduit. Alors, laissons les entreprises continuer à accompagner. En tout cas, pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est des choix qu'on a faits. Nous avons en 2025, malgré la surtaxe d'IS qui nous a été imposée, décidé d'augmenter encore le budget que nous affectons à l'accompagnement du monde associatif, dans le cadre, évidemment, de ce dividende sociétal de 15%. Beaucoup de gens qui nous écoutent, d'ailleurs, le savent, hein, que ce soit dans le monde associatif, sportif, l'athlétisme et d'autres disciplines, puisque vous êtes partenaire de nombre de disciplines, et également solidaire. Alors, dans les questions qui posent, que ça pleut, comme dirait l'autre, juste avant, peut-être celle-là, parce que ça a encore bougé, parce que, bon, juste avant, voilà. Comment le Crédit Mutuel choisit les projets, associations à soutenir, quel projet, quel niveau d'aide? Le choix est-il validé sur par les sociétaires ou est-ce que c'est, j'ai envie de dire, pour aller au bout de la question qu'il devait poser, le fait du prince? Non, c'est certainement pas le fait du prince. Nous avons une gouvernance qui est basée sur des principes démocratiques. Je vais commencer par ce qui se passe dans une caisse locale de Crédit. Dans une caisse locale de Crédit Mutuel, nous accompagnons des associations locales de sport, de culture, de solidarité, d'animation des quartiers. La caisse est sollicitée par l'association, une étude est faite, généralement par le directeur, et c'est le conseil d'administration de la caisse qui décide. Et le conseil d'administration est composé de représentants des sociétaires, de représentants élus en assemblée générale. Donc effectivement, on ne va pas chaque fois qu'on attribue un soutien à une association locale solliciter l'ensemble des sociétaires, mais c'est bien une décision prise par leurs représentants. Ensuite, on a divers niveaux d'intervention et dans notre fondation, la fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, donc il y a un budget de 55 millions d'euros. Nicolas Terry en est toujours le président, j'en suis le vice-président, mais ce n'est pas le président et le vice-président qui décident. Nous avons un comité exécutif de cette fondation, nous avons des commissions qui étudient les dossiers avant, et dans nos commissions, nous avons des représentants de nos administrateurs, nous avons des représentants de nos salariés, et nous avons des experts. Un des thèmes de la Fondation, c'est les sujets environnementaux. On a besoin d'expertise. Et même au sein du comité exécutif, nous avons des représentants du groupe, nous avons des représentants des salariés et nous avons là également des experts indépendants pour prendre les décisions. Donc, le fait du prince, nous ne connaissons pas chez nous. Merci, c'est intéressant. Alors, vous qui êtes dans les territoires, au plus près des territoires, vous êtes en partenariat avec le Crédit Mutuel, allez rencontrer la caisse locale avec laquelle vous êtes et regardez un peu si des choses sont possibles. En tout cas, ça a le mérite de la clarté. Autre question, alors des tentations, des illusions des IA, les potentiels réels, pour l'interrogation. Comment le Crédit Mutuel investit en interne, en externe, dans les autres intelligences émotionnelles, sociales, entrepreneuriales, qui sont des contrepoids aux fondamentalistes numériques, notamment californiens, il y en a d'autres aussi, hein, pour soutenir l'économie réelle, notre souveraineté, la démocratie. Voilà. Question qui fait sourire le président. Non, très, très large question. D'abord, on est très pragmatique dans notre approche. Je ne vais pas pouvoir répondre à l'ensemble des sujets qui sont là, mais un des bons exemples, c'est, parce que c'est suggéré dans la question, c'est qu'est-ce qu'on fait en matière d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on fait en matière d'IA générative. On est aujourd'hui très investi dans ces sujets. On a une équipe chez notre filiale informatique Euro Information à Strasbourg qui est totalement dédiée à cela.
travaille d'ailleurs avec des équipes d'IBM, mais qui travaillent vraiment en interne. Nous ne faisons évidemment jamais appel à ChatGPT. Nous ne voulons pas que nos données soient externalisées. Donc, nous avons travaillé nous-mêmes à nos propres méthodes, en s'appuyant également un petit peu sur la technologie de Mistral, mais pour être vraiment pertinent. Et ce que nous faisons aujourd'hui, nous voulons que ça soit mis à disposition de nos collaboratrices et collaborateurs pour leur permettre d'être plus performants. Donc, nous, on n'est pas l'IA grand remplacement, on est l'IA grand accompagnement pour là aussi améliorer encore la performance. Tu vois, Philippe, que cette notion de performance, elle est omniprésente chez nous, et aussi améliorer la qualité de la relation, la qualité du conseil qui peut être apporté à nos sociétaires. Et puisque la question de la souveraineté est posée, nous sommes intraitables sur la gestion de nos données et nous veillons à ce que l'ensemble de nos données soient gérées dans nos data centers. Ce qui veut dire que parfois, certains logiciels, nous ne les utilisons pas parce que ça signifierait que des données sortiraient de nos data centers et après, on ne sait plus ce qui se passe. Donc voilà, donc, ça fait partie de notre philosophie. On considère devoir être une banque technologique avec les technologies mises au service de l'humain et en étant constamment en protection de l'ensemble des parties prenantes et notamment de nos sociétaires et clients. Il n'y a pas de question tabou. Là, c'est la question de la souveraineté et de ne pas faire fuiter tout ça. Autre question, bonjour Daniel, bonjour Philippe. De nombreux entrepreneurs, parmi notamment les TPE et les PME là, qui nous écoutent, partagent cette vision mutualiste et la notion de performance globale, économique et sociale, environnementale. Mais ils croulent sous une charge administrative toujours plus lourde qui les empêche peut-être, même peut-être certainement, de se développer. Selon vous, quelles sont les solutions pour ces entreprises, qu'elles puissent exercer leur métier et agir en priorité localement, soutien des associations que vous venez d'évoquer par exemple? Bon, les charges administratives, les contraintes de contrôle, malheureusement, nous avons les mêmes et elles sont peut-être même multipliées. Mais bon, c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait partie des discours que nous pouvons avoir. Ça fait partie également de ce que disent beaucoup d'organisations professionnelles représentant les entreprises. Il faut effectivement alléger les contraintes des entreprises. Il faut alléger les normes. Certaines normes sont utiles, sont indispensables. D'autres amènent juste à être contre-productives. Et j'en reviens toujours au même sujet. Plus une entreprise est performante, plus elle va pouvoir être solidaire, plus elle va avoir de résultats. Et plus elle a de résultats, plus elle aura une capacité à payer de l'impôt et à contribuer ainsi au financement du budget de l'État. Merci. Alors, on continue parce que ça pleut. Alors, je vous le dis tout de suite, on ne répondra pas à tout. Il nous reste quelques minutes. Mais en tout cas, on va répondre après. On va donner toutes les questions, on répondra. Chez BGE, dans une région de France, nous avons une relation d'hyper-proximité avec des clients, des usagers, des bénéficiaires et des parties prenantes. Ils interviennent notamment sur un territoire de 250 000 personnes où il y a 2 EPCI. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est les groupements de communes. Est-ce que vous témoignez également chez Crédit Mutuel d'un glissement de performance de la responsabilité sociale des organisations, des entreprises, vers une responsabilité territoriale? Je ne suis pas sûr qu'elle sorte de l'entreprise. Au contraire, moi, pour ce que nous faisons nous, mais aussi pour les contacts fréquents que j'ai avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise, j'ai même le sentiment que l'entreprise de 2025 est beaucoup plus socialement responsable que l'entreprise de 2000. Je crois qu'il y a eu une prise de conscience de beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, que cela fait partie. Après que les territoires fassent également leur œuvre, oui, tant mieux, en sachant cependant que les territoires ont aujourd'hui des contraintes financières qui parfois les paralysent. Et on est ainsi dans une logique où l'entreprise a la capacité de créer. L'entreprise, et nous la connaissons tous, et toutes celles et tous ceux qui participent ce matin à cette séance savent ce que c'est qu'une entreprise. C'est une entreprise dans laquelle on construit de la valeur, on construit de la richesse, on construit de la cohésion. Et c'est très fort dans le monde des entreprises aujourd'hui. Merci. Alors,
plus précisément, parce que ça, c'est des questions qui brûlent tout le monde, hein. Comment convaincre une banque de me faire confiance? Je démarre, je n'ai pas encore d'historique. Monsieur le banquier, qu'est-ce que vous attendez de moi pour pouvoir me faire confiance? Bah, on attend d'abord Mm. un projet crédible, un projet sérieux, et je sais que les équipes de BGE sont justement là, aux côtés des créateurs, pour les aider à construire et à formaliser leur projet. C'est un des sens du Bien sûr. partenariat que le Crédit Mutuel a avec BGE. Donc ça, effectivement, ne le faites pas seul. Je veux dire, l'entreprise, l'entrepreneuriat, l'initiative, c'est important, mais il faut se faire aider. Une fois que le dossier est bien construit et cohérent, évidemment, il faut le présenter à une banque et nos conseillers sont là pour ça. Le conseiller pourra même peut-être mettre l'accent sur un ou l'autre point qui mérite d'être retravaillé dans Mm. sa fonction de conseil. Mais au quotidien, nos caisses locales de crédit mutuel, nos agences du CIC, qui est notre filiale, reçoivent des futurs entrepreneurs, et la mission d'une entreprise comme le Crédit Mutuel ou comme le CIC est justement d'accompagner les créateurs. Et là, je veux vraiment en profiter, Philippe, pour saluer le partenariat qu'on peut avoir avec BGE, parce que lorsqu'un dossier est amené avec le concours du BGE, bah, c'est clairement une chance supplémentaire d'obtenir une décision favorable, parce qu'on sait que ce dossier a bien été travaillé et que vous-même, parfois, bah, vous dites à des projets, à des entrepreneurs, à des jeunes Mm. entrepreneurs candidats, là, ce projet, il ne nous semble pas tout à fait adapté, Pas et vous mûr, ouais. l'accompagnez ou pas mûr. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'il ne faut jamais envoyer un jeune ou un moins jeune juste dans l'entrepreneuriat. Pour être dans l'entrepreneuriat, c'est formidable d'être entrepreneur, mais c'est des règles, c'est des marchés, c'est un potentiel de réussite, c'est des moyens qu'on met qui sont indispensables pour réussir. Et on a tous envie, le BGE, l'entrepreneur et la banque, que le projet qu'on finance réussisse. Vous entendez bien, hein, tous les BGE de France et d'Outre-mer et d'Hexagone qui écoutaient, surtout, n'allez pas faire la planche à billets. On continue, c'est-à-dire que la majorité des gens qui viennent nous voir seront sur un autre projet qu'entrepreneuriat parce qu'il n'est pas mûr. Et deux, le projet entrepreneuriat qui est mûr, il faut qu'il soit viable. Je rappelle, hein, chez BGE, c'est 80% des entrepreneurs, près de 20 000 l'année dernière, qui sont pérennes à plus de 3 ans. Et c'est là-dedans que l'on tisse des liens, j'allais dire, intelligents et pérennes avec la banque. Je profite pour faire un petit clin d'œil à Nicolas Terry, parce qu'après tout, il est le co-auteur. Absolument. Il a été le patron d'ici. Il est aujourd'hui président de la fondation, et puis il exerce une fonction qu'il m'a confiée à l'oreille, entre guillemets, qui est une nouvelle. Il est très près des réfugiés, il a envie de travailler sur une profession libérale qui lui permettra d'être à leur côté. Ça aussi, c'est toutes les valeurs, à mon avis, des gens qui bossent ici. Alors, une question un peu technique. La directive européenne appelée BRD est entrée en vigueur en janvier 2016. Elle prévoit qu'une banque en risque de faillite se renfloue en saisissant les dépôts de ses clients. Qu'en est-il pour le Crédit Mutuel? Et la deuxième version de 2017 apporte-t-elle de nouvelles garanties pour la banque et pour le client? Non, ne nous faisons pas peur. Vraiment, bon, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, le Crédit Mutuel est une des banques, enfin, non, même la banque française qui a le meilleur ratio de solvabilité, donc de solidité. Aujourd'hui, il y a des règles qui ont été fixées pour éviter que les épargnants puissent perdre leur épargne, avec des garanties de dépôt. Et tous ces mécanismes, bon, évidemment, sont importants, protégeraient les clients, les épargnants en cas de défaillance, mais tout le système de régulation, de supervision qui est aujourd'hui mis en œuvre en Europe fait que d'une manière générale, les banques européennes sont extrêmement solides. Pendant le premier semestre, la Banque centrale européenne et l'autorité bancaire européenne ont soumis les plus grandes banques, dont nous, à des stress tests extrêmement exigeants, et les résultats qui ont été communiqués le 1er août montraient que toutes les banques européennes de dimension importante avaient la résilience nécessaire et qu'il n'y aurait pas eu de problème. Donc je crois franchement, aujourd'hui, on peut faire confiance à l'industrie bancaire européenne. La crise de 2008 a été difficile à passer pour beaucoup de banques, mais aujourd'hui, le système qui est en place est un système extrêmement sûr. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut surtout Oui, pas créer de panique. Hein. crainte. Ouais. Il
franchement l'ensemble du dispositif, parce que le dispositif de garantie des dépôts est un des éléments du dispositif, mais l'ensemble du dispositif mis en place au plan européen, encore plus fort au plan français, est très, très sécurisant. Merci. Alors, une question aussi précise dans un contexte économique incertain, c'est le moins qu'on puisse dire. Quel conseil tu peux donner à une entreprise pour être plus résilient financièrement? Quel conseil donner pour être plus résilient? Les chefs d'entreprise le savent bien. La solidité de l'entreprise, c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est prendre au bon moment les bonnes décisions, c'est avoir les bonnes actions sur le plan commercial, c'est prendre les bonnes décisions de gestion en interne. Non, ce que je peux simplement recommander, c'est évidemment de maintenir autant que possible des fonds propres au sein de l'entreprise. Les fonds propres, c'est évidemment la première sûreté. Pour une banque, le niveau de fonds propres est essentiel. Notre superviseur, la première chose qu'il regarde, c'est le niveau de nos fonds propres. Mais pour toute entreprise, avoir des fonds propres, et notamment des fonds propres qui sont le résultat, qui sont le réinvestissement des résultats qui ont été obtenus l'an passé, c'est le meilleur moyen. Puisqu'on parle de résilience, moi, je veux vraiment saluer la résilience remarquable des entreprises françaises aujourd'hui. Je veux dire, dans le contexte économique dans lequel on est, dans le contexte de manque de confiance dans lequel, malheureusement, la sphère politique nous a placés depuis au moins bientôt 2 ans maintenant, la solidité, la résilience des entreprises est un atout majeur pour notre pays. Et là, chapeau aux chefs d'entreprise, petites et grandes, parce que c'est ces entreprises-là qui sont aujourd'hui vraiment le ciment pour la France. Merci. Je crois que les chefs d'entreprise apprécieront. Comment imaginer... Je ne dis pas parce que... Non, c'est pas pour flatter les égos. Hein. J'en suis vraiment convaincu et chaque fois que j'ai l'occasion de m'exprimer sur le sujet, y compris en face de responsables politiques, je ne manque jamais de le rappeler. Oui, pour ceux qui écoutent sur les ondes, hein, que ce soit sur RTL ou autre, je ne fais pas de pub, on l'entend bien. Hein. Alors, comment on imagine la relation entre une banque et un entrepreneur dans la décennie à venir? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que certaines néobanques ou autres pourraient venir perturber le paysage? Et surtout, à travers ça, en quoi le modèle mutualiste a un avenir certain? Alors, je ne sais pas si les néobanques vont perturber le modèle. En tout cas, aujourd'hui, les néobanques ne sont pas du tout sur la même ligne qu'une banque comme le Crédit Mutuel dans l'accompagnement de ses sociétaires et clients. Et notamment pour les entreprises. Alors, évidemment, sur certains sujets simplement de flux et de paiement, on a des intervenants en dehors du marché des banques traditionnelles et des banques coopératives. Mais sur le fond, sur les sujets qui vont le plus intéresser les adhérents de BPE, les chefs d'entreprise, le conseil qui pourra être apporté par le conseiller sera toujours d'une valeur supérieure. Alors, le conseiller va peut-être travailler différemment. Le conseiller va peut-être se faire aider, va même certainement dans les 10 ans se faire aider, notamment par l'IA générative, sur l'étude de dossiers qu'il pourra y avoir. Mais ça ne peut être que positif, parce que plus l'étude est bien faite, plus l'accompagnement pourra être bien ciblé. Donc les néobanques sont clairement aujourd'hui de plus en plus présentes, et un certain nombre de clients, et je pense notamment de clients particuliers, font aujourd'hui le choix de ne plus avoir d'interlocuteur personne physique. C'est leur choix, nous devons le respecter, nous nous adaptons, hein, puisque nous proposons également des services de banque en ligne aux clients qui souhaitent simplement avoir un contact digital. C'est leur choix. Mais nous devons toujours être là pour apporter aux humains des réponses d'humains. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, le modèle mutualiste, en quoi ce modèle est plus bénéfique pour les petites et moyennes entreprises qui sont davantage celles qui nous écoutent aujourd'hui qu'un modèle dit classique? Non, ce n'est pas le modèle forcément le plus performant. Nous ne militons pas pour dire que seule l'économie sociale et solidaire, seules les coopératives ont aujourd'hui une raison d'être. Par contre, le modèle
coopératif, notamment, a vraiment beaucoup de sens. Et je pense notamment à certaines scopes qui fonctionnent bien aujourd'hui dans ce pays. Simplement, lorsqu'on est sur des structures assez grandes, ce modèle nous oblige constamment à rester bien sur le thème que nous devons penser à l'entreprise, mais devons également penser au-delà, d'abord aux clients, parfois aux salariés quand il s'agit d'une scope, hein, donc ça c'est très important, mais bon, nous ne sommes pas une scope, mais nous pensons également aux salariés et également à la société. Après, PME, un entrepreneur, ben, il fait son choix, il choisit un modèle qui est une SA, une SARL, une URL, enfin, peu importe. Dès lors que dans sa démarche, ben, il aura toujours en tête que ben, je veux créer mon entreprise, je veux la développer, je veux avoir au sein de l'entreprise un vrai dialogue social. Ça aussi, c'est un point auquel nous sommes extrêmement attachés. Ben, ce modèle, qui n'est pas forcément un modèle coopératif, reste quand même un modèle vertueux et qui permet de se développer. Nous souhaitons, et c'est le cas également de COP.fr par exemple, assurer la promotion du modèle coopératif, qui est un modèle performant aujourd'hui, mais nous ne le faisons pas contre d'autres modèles. L'économie française, l'économie européenne est une économie ouverte et nous sommes très attachés à cette économie ouverte et nous sommes des partenaires de l'ensemble des types d'entreprises, évidemment. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, on a 1500 collaborateurs chez BGE. Ils sont pour beaucoup derrière l'écran. Quel conseil peut donner, j'ai presque envie de dire le banquier de référence, aux conseillers de BGE dans un monde troublé, on en a parlé tout à l'heure, également pour les directions de BGE. On sait que cette année a été une année difficile, que vous êtes confrontés à pas mal de difficultés, mais c'est souvent dans la difficulté qu'on voit les gens qui se réalisent. Hein. Souvenez-vous d'un petit garçon qui vient de faire un 10 000 mètres alors qu'il n'était pas. C'était un parallèle un peu osé, mais à Tokyo, sur un championnat du monde il y a quelques jours. Mais quel conseil tu pourrais donner aux conseillers de BGE? La comparaison n'est pas osée parce que lui aussi, il a travaillé. Ouais. Il a travaillé, et tu le connais bien, et tu l'as beaucoup. Jimmy Gressier, Voilà. la une des journaux la semaine dernière. Et finalement, et puis nous sommes très heureux, nous aussi, de l'accompagner indirectement par le soutien que le Crédit Mutuel apporte à la Fédération française d'athlétisme. Alors, par rapport à tous ces conseillers de BGE, bon, d'abord, je ne les connais pas personnellement, mais je vois le résultat de leur travail. Hein, et tu l'as rappelé tout à l'heure, Philippe, quand 80% des dossiers ensuite ben, sont des dossiers qui réussissent, ben, ça veut dire qu'ils ont, eux, réussi. Donc moi, j'ai juste envie de leur dire une chose, continuez, votre investissement est essentiel aux côtés de futurs chefs d'entreprise, puis de jeunes chefs d'entreprise, parce que ces petites entreprises, ces jeunes entreprises, sont aujourd'hui une source de richesse extraordinaire pour le pays, pour l'emploi. Et donc, moi, je peux juste leur dire bravo pour ce que vous faites. Puisque Philippe me dit que je suis un grand banquier, un grand banquier, il est aussi aux côtés de toutes celles et de tous ceux qui, sur le terrain, contribuent ainsi à la réussite économique et sociale du pays. Merci beaucoup. Écoutez, on ne va pas abuser du temps de Daniel parce que quand même, vous avez le patron des banques en France, enfin, d'association qui est un peu pilote tout cela, le patron d'une belle banque coopérative. J'espère que ça aura répondu à beaucoup de vos questions. Si vous nous en avez d'autres, n'hésitez pas, Daniel et moi, enfin surtout Daniel, il répondra. Merci beaucoup. Et surtout, continuez à vous appuyer sur les partenariats locaux. Faites en sorte de développer le local. Merci beaucoup. Longue vie à ton engagement et à celui de Nicolas Thierry. Bravo à BGE, bravo aux chefs d'entreprise pour ce qu'ils font au quotidien. Merci à tous. Belle journée de travail en tout cas et à très vite sur le terrain pour créer des entreprises pérennes ensemble. Au revoir. Au revoir. C'est bon?